Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'écouter cette nouvelle entrevue que je fais avec une femme que j'ai découverte par la magie d'Internet, encore une fois. Et je vous présente aujourd'hui Déborah Schumann-Antonio. Déborah, est-ce que vous voulez vous présenter aux personnes qui vont écouter cette entrevue? Bonjour à tous, donc je suis donc Déborah Schumann-Antonio, je suis thérapeute et coach en périnatalité. Alors la périnatalité, c'est l'infertilité, la maternité, la parentalité. Je fais aussi de la thérapie de couple et de la sexothérapie, voilà, avec une forte spécialisation en infertilité. Et vous travaillez à Paris? Oui, je travaille à Paris dans le 9e et je suis aussi rattachée avec l'hôpital américain, donc qui est à Neuilly. Et donc, moi, j'ai eu envie de vous interviewer pour plusieurs raisons. Ben, premièrement, parce que vous accompagnez des couples qui sont en processus de fertilité. Ça a attiré vraiment mon attention. Mais j'aimerais savoir, pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie d'accompagner ces couples? J'allais dire, tous les médecins disent qu'on ne choisit pas une spécialisation par hasard. Celle-ci n'est pas par hasard, vous avez raison. Moi, j'ai mis 4 ans à avoir ma première fille. J'ai donc eu un parcours en PMA pendant 4 ans qui a été très lourd, très compliqué. Et moi, j'ai un souvenir de beaucoup de souffrance, Hmm. beaucoup de questionnements. J'ai eu l'impression de me transformer, vraiment, de devenir quelqu'un qui n'était pas moi pendant ce parcours. Je me suis découverte aussi des choses très positives, hein, parce qu'il faut quand Mhm. même beaucoup d'énergie, je crois, pour le faire. Mais à l'issue de ces 4 ans, je me suis dit qu'il fallait vraiment accompagner les gens qui étaient dans le parcours, parce qu'on se sentait très seul, on se sentait très peu accompagné, même si, je le dis honnêtement, moi j'ai eu la chance d'avoir des praticiens très présents et très compétents. Mais au-delà de ça, on a besoin de pouvoir exprimer sa colère, sa jalousie, tous les questionnements qu'on peut avoir sur la vie. Parce que de ne pas avoir d'enfant, c'est pas la vie peut-être qu'on avait imaginée. Donc il faut l'inventer, cette vie, quand on dit je vais pas avoir d'enfant. Pour moi, on peut vivre sans enfant, mais ça se prépare et ça s'invente. Donc je me suis dit, j'ai envie de préparer ça. Bon, entre-temps, j'ai eu la chance derrière d'avoir 2 petites filles. Hmm. J'allais dire, c'est ce qui m'a encore plus donné envie, c'est que je me suis dit, eh bien, j'ai eu la chance finalement d'avoir des enfants derrière. J'ai envie peut-être de partager cette chance que moi j'ai eue avec d'autres gens qui sont dans le même parcours, et puis de leur offrir un peu l'expertise que j'ai pu découvrir pendant ces 4 ans. Donc, vous, dans le fond, vous partagez un peu de votre cheminement avec vos patients, j'imagine. Qu'est-ce qui, pour les gens qui sont en processus de fertilité, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les témoignages que vous recevez dans vos groupes de soutien? Quelle émotion est la plus difficile à vivre? Est-ce qu'il y en a une qui ressort des autres pour les couples? Oui, oui, alors j'allais dire, le cheminement, il est un peu le même pour tous. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut déculpabiliser les couples Mhm. d'abord, de se dire ce que je ressens, ça n'est pas anormal. J'entends beaucoup de femmes me dire je suis un monstre depuis que je suis dans ce parcours, Hmm. parce que j'ai trop de colère, parce que je crie, parce que j'ai de la jalousie, parce que j'ai de l'envie, qui Hmm. sont pas des émotions très positives quand on les regarde comme ça, Hmm. mais j'allais dire, elles sont normales dans ce parcours et elles ne vont pas durer tout le temps. Parce qu'à un moment donné, on passe par là. C'est comme dans les phases de deuil, on a plusieurs émotions qui s'enchaînent. Ouais. Là, ça fait partie des émotions qu'on ressent. La colère, vraiment, est une des émotions les plus fortes qui est ressentie par les couples en parcours. Mhm. Alors, contre soi, évidemment, parce qu'on n'y arrive pas, colère contre les autres, parce qu'eux, ils arrivent à faire un bébé qui est, j'allais dire, la chose la plus simple à faire au monde quand tout se passe bien. Hmm. Mais quand ça ne se passe pas bien, c'est là où ça devient très compliqué. Alors, pourquoi moi et pourquoi pas les autres? C'est quand Ouais. même d'une grande injustice hein, de ne pas Oui. réussir à faire un bébé. Donc la colère, c'est le sentiment le plus compliqué à gérer. Et puis il y a la jalousie. Ouais. La jalousie qui est pourquoi elles ont des bébés, elles ont mal au ventre, elles se plaignent parce qu'elles sont enceintes et qu'elles vomissent et qu'elles sont pas bien. Et moi, je rêve de vomir, je rêve d'être mal. Donc cette Hmm. jalousie, elle est incontrôlable. Donc c'est des sentiments qui sont vraiment pas positifs et qui sont toujours très partagés dans le couple. Et puis l'envie, évidemment, on a envie d'être comme eux, on a envie. Beaucoup de couples me disent, on a envie d'être normal. Ils se sentent Ouais. très anormaux en fait d'être dans ces parcours-là. Donc il y a aussi beaucoup de honte évidemment qui en découle. Ouais. J'arrive pas à faire un bébé et donc j'ai honte de dire aux autres qu'il faut que je sois aidée
Alors que finalement, et ça aussi, vraiment c'est le message que je veux donner et déculpabiliser, quand on regarde aujourd'hui, c'est un couple sur 6, ce qui veut dire que c'est grandissant, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas seuls à être concernés, mais la seule chose c'est qu'on ne rencontre pas ou on ne discute pas avec d'autres couples souvent dans la situation, parce qu'on ne le dit pas, et donc on ne se rend pas compte de l'ampleur en fait qu'est en train de prendre ce sujet de l'infertilité. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de créer la première journée de l'infertilité en France? Est-ce que c'est un Oui, peu pour ça? Et puis ça remonte à quand, cette première journée? alors ça remonte à 2014, à mai 2014. Pour la petite histoire, j'étais dans ma voiture quelques mois avant et puis j'ai entendu que c'était la journée de la bienveillance ou de la gentillesse. Ou, enfin, je ne me souviens plus exactement, mais je me suis dit qu'il y avait des journées pour tout et rien. Et puis ça a cheminé, je me suis dit non, c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas de journée pour l'infertilité. Il y a des journées pour tout, mais pas pour l'infertilité. Et donc m'est vraiment venue l'idée de me dire, eh ben, si on en créait une, et si on créait surtout un moment où pour une fois, on peut rencontrer des spécialistes, des experts avec qui on va venir discuter, échanger, partager de l'information, et puis rencontrer des gens qui ont la même problématique, Ouais. et puis aussi se dire, ben, je ne suis pas seule en fait. Voilà. Il y a un moment dans l'année où on en parle, il y a un moment où les langues se délient, et puis il y a des praticiens qui viennent, qui sortent de leur cabinet, qui se mettent à la disposition des patients pour en discuter. Et, C'est comme ça que c'est venu. Et Voilà. cette journée, c'est quelle date en France? Alors, elle a été au mois de mai au départ. Aujourd'hui, elle est plutôt au mois de novembre. C'est une date qui est fluctuante. Alors, je ne peux pas vous donner la date de la prochaine. Ce sera aussi au mois de novembre, a priori. Je n'ai pas encore la date exacte. Voilà, aujourd'hui, je m'en occupe plus. Hein. C'est l'association Maya qui s'en occupe avec Magic Maman. Je viens régulièrement intervenir et c'est une journée qui est importante parce que ça permet de parler du sujet. Bon, on en parle le reste de l'année, mais il y a un jour où j'allais dire qu'on met vraiment en évidence ce sujet-là. Absolument. Et j'en profite pour dire, vous demander, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a la World Childless Week prochainement, qui a été créée au Royaume-Uni, qui va se tenir, je crois que c'est du 10 septembre au 16 septembre. Donc, il va y avoir beaucoup de soutien offert durant cet événement-là, surtout en ligne. Donc, je crois que tout ça, ça découle d'une réflexion commune, d'un besoin d'expression, de donner la place aux gens qui n'arrivent pas à procréer ou qui finalement continuent leur vie sans enfants. Donc, je trouvais ça important de le mentionner. Je voulais vous parler aussi, en fait, quand on a échangé par courriel, vous m'avez dit partager une nouvelle assez importante. Vous lancez un livre. Exactement. Je sors un livre qui va paraître le 18 septembre, alors qui s'appelle Infertilité, mon guide vers l'espoir. Je vais dire, ça découle de tout le travail que je fais depuis 6 ans auprès des patients. Et je me suis dit qu'il fallait aussi écrire quelque part le ressenti, expliquer aux patients ce qu'on vit quand on est dans un parcours, parce que je m'aperçois qu'il y a d'excellents livres qui sont faits de témoignages, d'excellents livres qui sont faits sur les blocages qui amènent à être infertile, puisqu'il y a des blocages psychologiques qui peuvent amener à être infertile, mais on ne parle pas de ce qui se passe psychologiquement quand on nous dit un jour, eh bien, vous êtes infertile. Et quel mécanisme psychologique se met en place à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on vit? Quand on parlait tout à l'heure de la jalousie, de la colère, ben, ça fait partie de ce fameux mécanisme. Mais si on ne le sait pas, on a juste l'impression qu'on n'est pas normaux, en fait. Et donc, moi, j'ai envie, encore une fois, de déculpabiliser. Je crois que c'est vraiment le mot que j'ai envie d'employer aujourd'hui. Je le dis beaucoup, mais parce qu'il est important, c'est d'expliquer ce qui se passe. Alors, il y a ça, dans ce livre. Il y a toute une partie médicale, parce que je pense que c'est important aussi d'expliquer vraiment ce qu'est un protocole, un processus, et donner aussi des astuces et des bonnes pratiques. Parce qu'il y a des choses que les médecins n'ont pas le temps d'indiquer, donc c'est bien d'avoir une espèce de pense-bête. Quand est-ce que je fais mes piqûres? Est-ce que je peux les décaler? À quoi je dois penser pendant mon parcours? J'allais dire de manière pragmatique. Hein. Et puis, toutes les bonnes astuces aussi. Comment je peux gérer mon stress? Comment je peux gérer ma colère? Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien aussi, j'aborde toutes les parties. Une fois que mon parcours de FIV n'est finalement pas positif, il se passe des choses derrière. Il y a encore d'autres options peut-être pour faire des enfants. Alors, il y a l'option évidemment du don, quand on en a besoin, que ce soit don de sperme ou don d'ovocytes, l'adoption, et puis vivre sans enfant, parce que pour moi, c'est une vraie option. Et ce n'est pas une option par dépit. En tout cas, il ne faut pas en faire une option par dépit.
Bravo. Oui, et bien sûr, il y a toute une partie sur tous les types d'accompagnement. Parce que moi, j'en propose un d'accompagnement, mais je crois qu'il faut trouver l'accompagnement qui convient vraiment au couple. Ça peut être l'acupuncture, ça peut être la sophrologie, ça peut être plein de choses qu'on fait en même temps et qui nous font du bien. Parce que je crois qu'on a besoin d'être chouchouté, d'être écouté, de reprendre aussi son corps en main dans tout ce parcours, Hmm. parce qu'on s'oublie beaucoup. Et donc, je pense que c'est des choses qui peuvent aider aussi pendant les parcours. Donc j'espère que ce sera un guide bienveillant, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai construit, et qui donne aussi des petites astuces pour mieux vivre tout ça, mieux comprendre. Je crois que c'est un livre qui peut aussi être acheté par les gens qui entourent ces Oui. couples qui sont dans cette difficulté. Parce que les gens qui entourent, et aussi bienveillants soient-ils, et je crois que tant qu'on ne l'a pas vécu ce parcours, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on peut ressentir. Donc, je pense que c'est intéressant de dire, voilà ce que je ressens en fait. Voilà. Et aidez-moi de cette manière-là. Donc il y a aussi quelques astuces et quelque chose pour les gens qui entourent, comment accompagner nos proches qui sont dans cette difficulté-là. Donc voilà, je pense que c'est un ouvrage qu'on peut partager, même quand on n'est pas infertile, mais pour comprendre ce qui se passe et comment on peut aider les autres. Ah, je trouve ça génial que vous ayez pensé à l'entourage aussi parce que souvent, il y a beaucoup de détresse qui vient de la part de l'entourage qui se demande, ben, est-ce que je dois parler de la situation? Est-ce que je dois complètement occulter le sujet? Comment approcher la personne qui est en parcours de fertilité? Quoi dire? Quoi pas dire? Donc, finalement, ça pousse, je crois, l'entourage à éviter beaucoup la question et même à éviter la personne qui est en C'est ça. parcours parce qu'on ne sait pas comment l'accompagner, on ne sait pas quoi lui dire, puis on ne veut pas provoquer chez cette personne plus de détresse qu'autre chose. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, ça crée de l'isolement social, Ben oui, vous avez raison. oui, Et c'est terrible parce que le couple se retrouve souvent seul. Alors, oui, d'abord, il n'a pas très envie de confronter aux amis, avec des enfants, etc., ou au questionnement, tout simplement. Mais alors, en plus, le fait de ne pas en parler, moi, les couples me disent, ça veut dire que ça n'existe pas, ou que ça n'est mm, pas important pour les autres, ou je ne suis pas compris par les autres. Et c'est terrible de se retrouver seul. Alors, c'est vrai que les gens bienveillants autour de nous, de temps en temps, sont maladroits et ils ouais, n'emploient pas les bons mots ou les bonnes phrases. mm, On connaît tous ces phrases, pour l'avoir vécu aussi. Il ne faut pas y penser, ça ouais, viendra quand tu n'y penseras pas, pars en mm, vacances. Voilà, bon, c'est pas méchant, il n'y a pas de méchanceté. On veut aider, mais en fait, moi je dis souvent aux gens qui entourent, quand on veut aider quelqu'un, demandez-lui ce qu'il attend. ouais. Et en fonction de ce que la personne en face va vous dire, alors adaptez-vous. Et si elle vous dit je ne veux pas en parler du tout, alors respectez le choix de ne pas en parler. Mais si elle vous dit j'ai envie d'en parler, alors mettez-vous d'accord de quand et comment on en parle. Voilà. Oui, Je crois que puis si on accepte d'en parler avec la personne, à ce moment-là, il faut accepter aussi de recevoir la souffrance de l'autre. Il faut être prêt à ça et l'accepter sans vouloir avoir envie de la réparer. Puis ça, c'est tout un défi parce qu'on a notre réflexe humain, c'est de vouloir aider. Puis en aidant, en voulant aider, on prodigue des conseils qui sont pas toujours adaptés ou judicieux ou à propos. Donc, c'est tout un défi. Donc, si on s'ouvre à quelqu'un, il faut que la personne soit ouverte simplement à davantage écouter que de prodiguer des conseils, à mon avis. oui, et je dis souvent aux couples quand ils me demandent pour leur entourage, mais je leur dis il faut que vous leur donniez les règles du jeu. C'est Ah, vous c'est qui allez bien. leur dire ce que vous attendez. Et si vous leur dites, eh bien, par exemple, moi, j'ai pas envie d'en parler tout le temps, j'ai pas envie que ce soit le sujet, mais quand je l'aborde, moi, alors ça veut dire que j'autorise à ce qu'on en parle, Mm. eh bien, on donne les règles du jeu et c'est plus facile pour les autres de s'y retrouver. Et puis, si on trouve ça trop intrusif ou c'est pas le moment, alors on a le droit aussi de dire, mais là, j'ai pas envie d'en parler. Tu vois, les règles, elles étaient claires au départ. Mais s'il n'y a pas de règles du jeu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas incriminer l'autre d'essayer et parfois de tomber totalement à côté. Donc, je pense qu'il faut dire aux autres ce qu'on attend assez clairement et oui, de prévenir l'autre qu'on n'attend pas de solution miracle. On n'attend pas qu'il nous trouve, parce qu'il ne Ouais. va pas réussir à trouver la solution miracle. Vous avez raison. On attend plus d'être écouté puis d'être soutenu Bien sûr. que de recevoir des conseils quelconques.
je trouve ça très intéressant, la notion de règle du jeu, je retiens. Et je crois que je vais vous citer grâce à cette métaphore. Je trouve que ça illustre très bien comment expliquer ou comment aborder les gens qui nous soutiennent. Je trouve ça très pertinent. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour discuter avec moi. Et j'allais dire ce matin, parce que chez nous, il est très tôt le matin. Donc, écoutez, je vais sans aucun doute me procurer votre livre qui s'appelle Infertilité, mon guide vers l'espoir. Et ça m'a fait énormément plaisir de discuter avec vous. Alors, je tiens à dire en terminant que vous animez des groupes de parole. Est-ce que vous pouvez juste nous donner des informations avant qu'on se quitte à ce sujet? Donc j'anime des groupes de parole à l'hôpital américain tous les 15 jours le mardi soir, qui durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie. On n'a pas de, j'allais dire, on n'a pas de limite. Bon, si on a besoin de déborder, en tout cas on déborde, parce que l'important c'est l'expression. Ce sont des groupes petits, parce qu'on n'est jamais plus de 10 personnes. L'idée c'est vraiment de garder, encore une fois, le côté échange, convivialité. Alors, j'allais dire, on rit beaucoup pendant ces groupes de parole. C'est peut-être paradoxal, mais on rit beaucoup. On pleure beaucoup, puisque toutes les émotions sont là, elles sont libres. Et chacun vient avec bienveillance se présenter, partager son parcours. Et puis derrière, il y a un échange. Ce sont toujours les patients qui choisissent les thématiques qu'ils souhaitent aborder. Parce que je crois que c'est important. Ça veut dire que c'est, à ce moment-là, dans leur parcours, c'est le sujet qui leur tient à cœur. Et on échange et on fait un partage d'idées. Moi, je suis là à la fois pour aussi donner de l'information, parce que je crois que c'est important, les aider aussi, encore une fois, avec des bonnes pratiques et des astuces. Et puis, je trouve que c'est un groupe, ces groupes qui existent maintenant depuis presque 3 ans à l'hôpital, c'est très bienveillant parce que même quand il y a des naissances, même quand il y a des grossesses, eh bien, tout le monde arrive à s'en réjouir parce que ça veut dire, voilà, il y a des gens qui arrivent et donc il y a un vrai soutien, il y a une vraie amitié. Et je crois que c'est voilà, c'est ça qui est le plus joli en fait dans cette histoire-là, que les gens arrivent à se suivre et à continuer à s'apprécier et quelle que soit l'issue du parcours. Alors, je vous remercie. Je mettrai les liens vers ce groupe de soutien et je partagerai avec grand plaisir aussi des liens qui nous mènent à votre livre. Donc, merci beaucoup, Déborah, et au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Catherine. Très bonne journée.